Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 9 novembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu générale, du XRP, une petite mise au point sur HBAR. On parlera de news sur les CBDC et pour terminer, on parlera aussi de Realty et de la minute complotiste avec un peu de gématrie. On va commencer directement par l'actu générale. On a Scholz qui prépare le terrain pour des élections anticipées allemandes alors que le gouvernement s'effondre. Donc ça sera le 15 janvier. Il faut savoir que si l'Allemagne tombe, l'Union européenne tombe aussi, c'est clair. On continue. On a une bonne nouvelle pour la crypto. On a Détroit qui deviendra la plus grande ville des États-Unis à accepter la crypto comme paiement des taxes et des frais de ville. Donc vous pouvez payer en fait vos taxes ou les frais des taxes, des impôts sur la municipalité avec la crypto-monnaie. La question que je me pose c'est, enfin moi c'est la question que je me pose, c'est s'ils payent les taxes avec la crypto-monnaie, est-ce que le fait de payer avec la crypto-monnaie, ils sont taxés sur le fait de payer la taxe. C'est-à-dire que, en fait, étant donné que quand vous convertissez en crypto-monnaie en fiat, c'est un paiement, donc normalement c'est imposable, et c'est ça que je me pose la question, est-ce que eux, parce que je vois pas l'intérêt de payer en crypto-monnaie si c'est imposable de 30% dessus, c'est-à-dire que vous payez 30% de plus sur vos taxes. Donc ça c'est une question que je n'ai pas de réponse parce que logiquement aux États-Unis je pense que c'est la même chose que en France. Voilà, on continue et on a Polymarket qui rechercherait un financement de 50 millions de dollars et envisagerait un jeton alors que les paris sur les élections augmentent. Alors ça date du 24 septembre, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une espèce de ICO qui va être mise sur Polymarket. Je pense que ça peut être intéressant de se positionner dessus, parce que Polymarket marche très bien, et logiquement il y aurait bientôt un jeton, un token qui pourrait sortir, donc je vais essayer de rester à l'affût pour voir quand ce token va sortir. Pour continuer à parler justement de Polymarket, la plateforme de paris crypto Polymarket sera peut-être bientôt interdite en France. Serait-elle victime de son succès rencontré à travers les élections américaines? La plateforme de paris décentralisée Polymarket pourrait bientôt être interdite en France selon certaines informations. En France, les activités de paris sont strictement réglementées et nécessitent une autorisation de l'ANJ, et ce afin de protéger les consommateurs contre les activités frauduleuses. À mon avis, surtout, c'est que ils préfèrent les paris sportifs comme la Française des Jeux, etc. Parce que là, ils ont des taxes dessus et ils se font de l'argent dessus, alors que là, c'est pas sûr que sur Polymarket, ils touchent de l'argent sur les taxes. On continue. On a un PDG crypto qui se fait kidnapper, les ravisseurs le libèrent pour 1 million de dollars. Voilà, donc quand le bull run est terminé, je pense que
Ça sert à rien de se vanter. Après, $1 million, c'est quand même balèze, mais ça sert à rien de se vanter qu'on a gagné en des crypto-monnaies, parce que sinon, ça peut très bien vous arriver. On continue. On a Donald Trump qui va faire des mesures pour la crypto-monnaie. Alors, ce que j'ai vu qui est assez intéressant, c'est qu'il veut créer peut-être une réserve pour l'État, une réserve en BTC. Ça, c'est la première chose qui peut être intéressant pour la crypto-monnaie. Et la deuxièmement, c'est le minage du BTC. Il en a déjà parlé souvent. C'est que peut-être de pouvoir faire du minage de BTC sur le sol des États-Unis. Et ça peut être très intéressant pour le XRP. Il souhaite mettre en place des autorités régulatrices plus conciliantes avec les crypto-monnaies et donc remodeler celles qui ne vont pas dans ce sens, comme un changement à la tête de la SEC. Cependant, il faudrait vraisemblablement attendre la prise de fonction de Donald Trump à la Maison-Blanche afin d'acter le départ de Gary Gensler. Ce qui voudrait dire que Gary Gensler pourrait peut-être partir à fin janvier, logiquement. Voilà, donc ça c'est quand même 3 bonnes nouvelles. Et après, il veut mettre des personnes qui sont plutôt favorables et ayant des connaissances en crypto-monnaie. Voilà, donc que des bonnes choses pour la crypto, avec pour l'instant Trump. On continue, on a von der Leyen qui prépare l'Union européenne à la guerre, candidat à la commission de défense. Donc bon, il reste dans le narratif de la guerre. Faut savoir qu'avec Trump, je pense qu'au niveau de l'Ukraine, c'est mort. Il va y avoir moins, ou il n'y aura pas de, je pense, de financement. Donc ça va être l'Union européenne qui va financer toute seule maintenant. Et ça va être un peu chaud, je pense, en plus de vouloir continuer. Là, il n'y a plus le soi-disant grand frère. Je pense qu'il sera plus dans la partie. Et puis, si le plus grand frère n'est pas là, rien n'empêche aussi la Russie de pouvoir se faire plaisir et un petit peu de faire le retour de bâton sur l'Europe. Mais je pense qu'ils n'ont même pas besoin militairement. L'Europe, elle se détruit toute seule. Elle s'est mis une balle avec les sanctions. Je pense qu'elle se détruit et en fait le temps suffit pour tout simplement faire mal. Plus on avance dans le temps, plus elle va se faire mal toute seule. Je voulais juste vous parler de ça. L'effacement des barrages en Europe n'est pas un tabou. Et là on voit, c'est juste un petit article, pourquoi devrait-il autrement des barrages, des seuils et des barrières présents sur nos rivières. Ils sont aussi sujets au vieillissement. Il semble légitime de se poser la question de ce que nous devons faire de ces ouvrages souvent obsolètes, enfin vieux. Et donc 5000 grands barrages et des centaines de milliers de seuils, de centrales hydrauliques, de moulins et autres obstacles en Europe. Donc il faudrait en fait tout dégager. Et il y en a déjà une grande partie qui ont été démantelées. Le problème de ça, alors ça c'est souvent les personnes, on va dire les écologistes, etc., qui poussent à ça. Et quand vous voyez ce qui s'est passé en Espagne, s'il y a eu des centaines de barrages qui ont été dégagés, et du coup ça a permis ces inondations. Donc je ne pense pas personnellement que ça soit forcément le bon choix. On continue. Et là, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. C'est un article assez intéressant. Pourquoi les sanctions contre la Russie sont littéralement contre-courant. Moscou semblait mûr pour la douleur économique, ça c'est ce que nous avait dit Bruno Le Maire, mais bon je pense que les gens qui étaient un peu sensés dès le début ils avaient compris que c'est se tirer une balle dans le pied, et aujourd'hui on voit que le pays il est en plein essor totalement, et que c'est l'Europe qui prend très cher. J'ai vu aujourd'hui qu'il voulait que l'Europe, von der Leyen avait demandé en fait à Trump de pouvoir acheter le gaz schiste chez eux au lieu d'acheter le gaz russe parce que soi-disant c'était moins cher. Et je vois pas comment en passant par les États-Unis du gaz de schiste peut être moins cher que le gaz russe. Faut juste m'expliquer.
Parce que là, c'est pas possible. C'est logiquement, c'est impossible parce que déjà c'est du gaz de schiste et surtout, il y a un long voyage à faire. Alors que là, avec la Russie, c'était avec les Nord Stream par exemple, c'était assez direct. Voilà. Donc c'est un peu incompréhensible. Enfin, soit elle prend les gens pour des teubés ou enfin bref. Dès le début, la Russie en 2022 semblait prête à céder aux sanctions occidentales. La taille économique et la diversité du marché sont généralement de bons prédicteurs de la sensibilité aux sanctions. En surface, ces sanctions semblaient donc être un bon pari et selon des critères naïfs, ils ont même connu un certain succès. Les partisans soutiennent que les sanctions sont travaillées parce que les entreprises étrangères ont fermé. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui effectivement, par exemple en France, ça fait pas mal à Renault par exemple, et pas mal d'entreprises ont pris très cher. Et aussi, il faut savoir que la Russie, eux, ça fait très longtemps qu'ils se sont préparés à ça, ils le savaient, et ils se sont préparés depuis longtemps. Et le fait de faire des sanctions économiques à la Russie, ça a donné aussi un avertissement à toute la population, enfin tous les pays qui sont hors de l'Occident, comme quoi ça pouvait aussi leur arriver. Et c'est pour ça que vous les voyez tous aller chez les BRICS, parce que en fait, ils veulent contrecarrer ça et ne pas tomber tout simplement dans le piège où eux aussi un jour seront sanctionnés et ça ils ont bien compris et du coup ils se regroupent et s'opposent à ça et quand vous voyez maintenant les BRICS, le nombre de pays et leur puissance rien qu'au niveau du PIB, au niveau des ressources etc, de la démographie, je peux vous dire que là les Européens etc sont vraiment à l'ouest. On continue. Et là, je vais vous parler juste un petit peu de la situation du marché. Alors ça, c'est sur Google Trends, c'est pour voir un petit peu l'évolution du BTC. Donc là, on voit que c'était en 2019, là, une explosion totale. Et là, on repart un petit peu à la hausse, mais on peut voir qu'on a fait un ATH, mais que c'est pas non plus encore extraordinaire. Euh, c'est pas encore vraiment flagrant. On n'en parle pas encore beaucoup. Pourquoi? Parce que il y a eu quand même un rejet un peu de la crypto-monnaie avec ce qui s'est passé là, que c'était bearish pendant pas mal de temps, même si sur le BTC c'était pas si bearish que ça, hein, il faut quand même bien le comprendre. Mais je pense que il va falloir un seuil avant que les particuliers, on va dire moi j'appelle ça les neuneux, qui rentrent dans la danse, il va falloir un petit peu de temps. Et du coup, je pense personnellement que tant que le BTC va pas aller à 90 000, 100 000, on va pas avoir vraiment les médias qui vont qui vont en parler. Même actuellement, on en parle, mais c'est pas énorme. Mais je pense qu'à un moment donné, ils vont mettre le paquet dès que ça va être vers les 90, par là, 85, 90. Ils vont commencer à mettre le paquet. Et à partir de ce moment-là, les gens vont se dire, waouh, le Bitcoin à 90, allez, on y va, on achète. Et c'est là que ça va commencer à être dangereux, c'est qu'il va peut-être pomper un petit peu après, les gens vont se dire allez on continue, on investit, et c'est là qu'il va y avoir, à mon avis, un gros crash où ils vont tout vider, ils vont vider tout le monde, et donc il faut bien faire attention à ça quand on va avoir ici une augmentation sur le trend et aussi que les grands médias commencent à en parler. Dites-vous que c'est là qu'il faut commencer tout simplement à sortir par palier. Voilà, on va regarder aujourd'hui, le BTC donc il est à 76 400, le XRP il est à 0,54, il suit de toute façon le BTC, tous les X, tous ceux que vous voyez en X, ils suivent le XRP, le XDC, le XLM, ils suivent le XRP, et le XRP, il suit le BTC. Comme je vous avais dit, moi je pense perso, à partir du 15, ça va vraiment exploser. Voilà, là on est ici, si on regarde un peu les patterns, là on arrive en fait, on est à peu près à cette période avant la nouvelle lune. Ici,
et je pense que ça peut peut-être légèrement retracer, et après on va avoir à partir du 15 une explosion à la hausse qui correspondrait à peu près à ça, qui serait vraiment une grosse explosion, une grosse énergie qui pourrait rentrer à partir du 15 novembre tout simplement. Voilà. On va voir la dominance, ça a légèrement baissé, mais c'est pas grand chose, passer de 60 à 59, 23. De toute façon, tant que la dominance elle est au-dessus de 50, je peux vous dire que pour l'instant les altcoins c'est pas encore tout à fait la saison. Il faut d'abord que le BTC il explose. Là il a fait son ATH, mais c'est pas grand chose. Il va exploser, il faut juste attendre, et je pense que la saison du altcoin ça sera à partir de 2 décembre ou fin novembre. Début décembre, on va commencer à avoir les altcoins qui vont nous faire plaisir. Ça commence déjà un petit peu à rentrer. Je vous rappelle que c'est BTC, ensuite c'est Ethereum, et ça commence un tout petit peu sur Ethereum. Faut laisser le temps. On a attendu déjà 3-4 ans, donc on peut attendre encore 15 jours, il n'y a pas de problème. Encore une petite nouvelle, juste ici, le commissaire de la SEC, Mark Uyeda, déclare que la guerre de la commission contre les crypto-monnaies doit cesser. Et ça, c'est encore une très bonne nouvelle pour la crypto, et surtout pour celui qui est attaqué en justice, c'est-à-dire le XRP. Voilà. On va justement parler un tout petit peu du XRP maintenant. On va faire une nouvelle sur le XRP. On a Ripple qui demande à Trump de virer Gary Gensler immédiatement. Alors comme on a vu tout à l'heure, il y a un changement de paradigme, et donc du coup je pense qu'effectivement il va partir. Après il peut embêter un peu s'il trouve pas un motif vraiment sérieux. Il peut tout à fait eh bien, faire un procès, et à ce moment-là faire retarder son départ. Ça peut être possible, mais je pense pas. Je pense que tout est scénarisé et il va partir. Je pense. Faut déjà que Donald Trump rentre, fasse son mandat en janvier, et on n'est pas encore en janvier. Il faut quand même bien le comprendre. Ça veut dire que il y a toujours une option sur la table, c'est qu'il se fasse buter. Je suis désolé, mais ça peut être une option. Donc faut pas trop s'enflammer non plus. Il y a une option, qui se fasse shooter. Bon, j'espère pas, mais ça peut être une option sur la table, puisque s'il y a des mauvais perdants, vous comprenez ce qui peut se passer. Alors par contre, ça c'est pas une super nouvelle, mais c'est pas non plus hyper important. On a Warren, je vous rappelle qu'on avait l'avocat John Deaton qui est à fond sur le XRP, pro XRP, qui avait essayé de se mettre en confrontation au Massachusetts contre Warren, qui est anti-crypto à fond, et en fait c'est la dame là, Warren, qui a remporté le siège du Sénat. Et là, on parle toujours de ce remplacement, donc on voit que c'est quand même énormément sur la table. Qui est en ligne pour remplacer Gary Gensler? Alors là, ils vous mettent un certain nombre de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont soit, vous voyez, cette personne qui est quelqu'un de la SEC. Ici, pareil, c'est une personne qui lui a été PDG de Binance il y a pas mal de temps, et qui a donc de l'expérience dans la crypto-monnaie. On a des personnes du CFTC, on a Chris Giancarlo, et aussi lui qui vient du CFTC, donc qui a qui en fait ont de l'expérience dans la crypto et dans les teneurs de marché. Et on a encore une autre personne qui est un ancien commissaire de la SEC et qui travaille pour une entreprise de crypto. Et là, ça serait la meilleure nouvelle, je pense, c'est Dan Gallagher, qui lui, il est chef legal officer chez Robinhood, et je vous rappelle les liens de Robinhood, où Bitstamp avait été acheté par Robinhood, et pour la tokenisation du XRP, ça serait vraiment le top. Donc je pense que si c'est cette personne-là, c'est magnifique pour le XRP. Donc Dan Gallagher, on verra bien.
Voilà, avant de parler de CBDC, juste vous montrer BRICS-Pay. Donc là maintenant ça y est, c'est en ligne, donc vous voyez que vous pouvez payer maintenant, c'est un peu comme Apple Pay, vous pouvez payer avec BRICS-Pay, les membres des BRICS peuvent payer tout simplement avec le même système, avec le QR code, vous pouvez payer en B2B aussi, voilà, donc ça avance rapidement. Voilà, maintenant on va parler de CBDC un petit peu. On va regarder la map. Et là, on peut voir sur la map que toujours la même chose. Il y en a 2 qui sont annulés. Il y en a 3 ou 4 qui sont lancés. Une en Afrique. Je crois que c'est le Zimbabwe. Oui, une autre au Nigeria. Donc ils font bien sûr des pilotes dans des petits pays. Ici, on en a une autre, je crois, là, qui est la Jamaïque, où c'est pareil, c'est lancé, c'est en pilote, le Bahamas qui est en pilote, mais surtout ce qui est intéressant, c'est de voir que les pilotes commencent vraiment à regarder là toute la carte, les pilotes commencent à devenir de plus en plus importants, et les proof of concept aussi, on voit que les bleus, le bleu qui est en recherche, il y en a de moins en moins parce qu'il passe maintenant proof of concept, et on va arriver de plus en plus sur du pilote ou sur du launch petit à petit. Voilà, donc juste il faut bien comprendre que il y a à peu près 95% ou 80, peut-être 92% des pays qui lancent ou qui sont en recherche sur les CBDC. Et vous allez me faire croire que tous ces pays choisissent, ils sont souverains, c'est-à-dire que tous les pays, comme par hasard, ils sont tous d'accord pour qu'il y ait une CBDC. Vous pensez pas qu'il y a des entités au-dessus qui gèrent et qui décident pour les pays? C'est impossible. Si chaque pays avait sa souveraineté, il y a plein de pays qui diraient non, j'en veux pas de j'en veux pas de vos CBC. Tout le monde ne peut pas être d'accord. Là, imaginez, il y a 94% ou 92% des pays qui sont tous d'accord pour avoir des CBDC, alors qu'ils s'embrouillent tous les pays entre eux, ils se font la guerre, etc. Par contre, pour les CBDC, ils sont tous d'accord. Je ne sais pas si vous comprenez, ça, si, c'est pour vous réveiller que c'est tellement clair. C'est comme en 2020 avec vous avez bien compris, le Coco Circus, vous avez eu des confinements et tout le monde a fait les mêmes protocoles, tout le monde a fait les confinements. Comment c'est possible que tous ces gens se mettent d'accord pour faire la même chose s'ils étaient souverains? Chacun pourrait faire des choses différentes. Là, non, tout le monde fait la même chose. C'est juste pour vous réveiller que, quoi qu'il arrive, il y a des gens au-dessus qui gèrent pour les pays, pour des choses importantes. Après, ils laissent une marge de manœuvre selon la culture du pays, selon sa culture, selon son endroit géographique. Ils vont laisser des choses pour que les pays soient quand même différents. Puis s'ils sont différents, il y a plus de chances qu'ils s'embrouillent aussi. Donc, tout est complètement scénarisé. Voilà, on continue. Et au niveau des CBDC, on a des grandes banques sud-coréennes qui vont rejoindre le CBDC pilote de la Corée du Sud. Donc on voit que ça y est, la Corée du Sud lance son CBDC pilote. On a la même chose pour le Kazakhstan. Qui actuellement, là c'était publié le 6 novembre, la Banque nationale du Kazakhstan a une fois de plus illustré le potentiel de transformation de la monnaie numérique programmable de la Banque centrale CBDC avec son dernier projet pilote qui promet de rationaliser et d'accélérer considérablement les processus gouvernementaux. Donc au Kazakhstan, c'est pareil, ça vient d'être lancé. Et là, c'est intéressant. Cet article, par contre, vous montre bien les choses. Il est vraiment important. Le rapport américain du Trésor propose que les CBDC remplacent les stablecoins privés. Les États-Unis, le département du Trésor a recommandé de remplacer les stablecoins privés par des CBDC émises par le gouvernement, citant des préoccupations concernant les 120 milliards de bons du Trésor tokenisés en garantie en stablecoin et les risques potentiels du marché.
Alors déjà, il faut bien comprendre que stablecoin ou CBDC, c'est approximativement un peu la même chose. C'est-à-dire que en fait, les stablecoins, c'est émis par... ce qui diffère, c'est que les stablecoins, c'est émis par une entité privée. C'est elle qui va en fait émettre la monnaie, c'est une entité privée. Par contre, les CBDC, c'est l'État qui va qui émet. Donc ça, c'est le gouvernement, c'est une entité qui est publique. Mais en fait, sinon, au niveau du mécanisme, c'est la même chose qui les caractérise. Donc, ce qui les fait varier, c'est juste, ce qui les différencie, c'est juste qui émet en fait la monnaie, tout simplement. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est que là, il suggère, donc on sait que Trump, il est contre les CBDC, enfin c'est ce qu'il dit, qu'il est contre les CBDC, mais je pense qu'il pourra, de toute façon, il y aura des événements, et je pense qu'il y aura une pression pour que en fait il y ait les CBDC, que ce soit chez Trump, enfin chez les États-Unis ou ailleurs. Donc il publie le rapport qui devrait être remplacé par des CBDC. Le Trésor estime que 120 milliards dans les bons du Trésor achetés par les émetteurs de stablecoin avec Tether qui détient 81 millions. Et quand vous connaissez le logo de Tether, où vous voyez que c'est une explosion, vous vous dites que ça a peut-être dû être scénarisé depuis le début pour qu'en fait Tether se casse la gueule et que derrière, eh bien, ça met en cause les stablecoins et que derrière, peut-être que à partir de là, c'est la voie ouverte pour justement les CBDC si jamais au niveau des stablecoins privés, ça déconne. Je pense que ça peut être une théorie assez intéressante et justement c'est ce qu'ils disent. Rapport met en garde contre le risque potentiel si les pièces stables majeures s'effondrent. Et quand vous voyez le logo et puis que Tether, il n'y a pas de... C'est même marqué dans le livre blanc, et puis qu'ils peuvent se barrer avec la caisse, et surtout qu'il n'y a pas de... à mon avis, c'est pas collatéralisé comme il faut, c'est-à-dire que c'est pas transparent, ils mettent pas l'USDT, ils mettent pas du tout c'est pas transparent. Donc plus de 80% des transactions crypto impliquent des stablecoins, l'USDT étant en tête du volume des transactions. Trump s'oppose au CBDC, mais son projet World Liberty Financial prévoit de lancer un stablecoin. Voilà. Donc à moins qu'il y ait un stablecoin qui soit vraiment nickel, ça peut être aussi une théorie, et à ce moment-là on parle du stablecoin de Ripple, le RUSLD, qui pourrait à ce moment-là devenir le stablecoin qui soit choisi par tout le monde, mais je pense que déjà il y en a d'autres qui peuvent être aussi choisis, et je pense moi personnellement que on va avoir le droit au CBDC. Voilà, donc ils mettent après un petit peu les autres aussi. Ils estiment en fait qu'il y a trop, tout simplement trop de bons du trésor américain qui sont collatéralisés sur les stablecoins, et pour eux ils estiment que c'est dangereux. Ils estiment aussi qu'il y a les DPEG, qu'il peut y avoir des DPEG, etc. Voilà. Donc on va voir comment ça avance, mais quand vous voyez tous les projets pilotes, etc., je pense personnellement que c'est inévitable. Eh bien écoutez, j'ai presque terminé, on va parler un tout petit peu de HBAR. Voilà, juste la dernière fois j'ai parlé un petit peu d'HBAR et il y a des gens qui ont peut-être été un petit peu déçus parce que j'avais montré qu'au niveau des transactions, il gagnait pas du tout d'argent, mais il faut bien comprendre que c'est un petit peu comme le XRP, c'est un utilitaire, il va falloir du temps, et que actuellement en fait on voit quand même qu'ils se mettent, alors vous voyez c'est un article qui date mais du 20 mai 2024, la fondation HBAR lance des initiatives de croissance DeFi, alors que le TVL s'envole 87% au T1. Donc on voit qu'ils mettent l'accent sur la DeFi, et on voit toutes les dApps qui se mettent en place dans l'écosystème de HBAR. Il y a vraiment un effort soutenu pour que la DeFi soit prise en compte par le HBAR et tout un écosystème.
et je pense qu'il faut juste laisser du temps. Quand la tokenisation va arriver, il faut un petit peu de temps. Il faut leur laisser un petit peu de temps, mais vraiment, HBAR a un très très gros potentiel. C'est juste que pour l'instant, sur les transactions, en tout cas, ils gagnent pas du tout, presque pas d'argent. Quand vous voyez par exemple là, il va y avoir Cooper Intégration affirme que Hedera Network en tant que leader de la DeFi institutionnelle, c'est-à-dire que toutes les institutions, ils vont beaucoup passer par, bien sûr il y en aura d'autres, hein, comme Stellar ou comme même Ripple, mais beaucoup vont passer par tout simplement par Hedera, et on a Cooper qui sera le leader dans la garde d'actifs numériques. On continue. Vous voyez, l'intégration Layer 0 crée plus d'opportunités pour les flux de liquidités institutionnels basés sur EVM. C'est comme le XRP, c'est la même chose avec là, avec le réseau Hedera. Et on voit que c'est les liquidités institutionnelles, donc qui sont vraiment axées sur la DeFi institutionnelle. Et ça va. Alors, vous voyez, il y a elliptique aussi. C'est marqué ici. On a elliptique comme XRP, c'est la même chose. Et donc, il se consacre beaucoup. Donc après, il va y avoir plus de transactions quand toute cette DeFi va commencer à se mettre en place. Mais il faut du temps. Je vous avais annoncé la dernière fois, il y a peu de temps, la fondation HBAR qui rejoint Chainlink avec Chainlink qui sera intégré sur Hedera. Ça, c'est pareil, c'est très bon pour la DeFi que l'Oracle se mette avec tout simplement Hedera. Là, pareil, vous voyez, alors là c'est mal, enfin c'est parce que là c'est traduit, mais c'est H Liquidity, et en fait on voit que ça commence un petit peu. Si vous allez sur DeFi Lama, vous allez voir, c'est un protocole d'emprunt décentralisé qui permet aux utilisateurs de prendre des prêts sans intérêt qui sont sursollicités, soutenus par HBAR, et en fait c'est radossé un stablecoin qui est rattaché au franc suisse, et petit à petit vous allez voir toutes ces tokens qui sont liés à la DeFi qui vont avoir de plus en plus de fonds de TVL, et ça va être intéressant pour, on va taper intéressant pour HBAR. Voilà, n'hésitez pas à aller et vous verrez que là il y a quand même, ça va commencer un petit peu. On a, bon, je pense que vous connaissez Saucer Swap. Un qui est intéressant, c'est Bonzo Finance. Pareil, on a HBAR Suite. Vous avez DaVinci Graph aussi. Et ça commence à s'introduire. Et vous allez avoir de plus en plus dans la DeFi. Et ça va augmenter la TVL et les transactions. Donc ça, c'est tout bon pour HBAR. Il faut juste du temps. Il faut savoir que c'est des utilitaires. Et il faut du temps. Vous voyez ici Bonzo, où là vous allez pouvoir staker ou emprunter, ou alors aussi staker, emprunter et supplémenter pour de la liquidité sur Hedera. Voilà. Donc il y a tout un environnement qui se met en place, et il y en a énormément des dApps sur Hedera. Il faut juste un petit peu de temps. Et j'espère qu'après, au niveau des transactions, ils puissent commencer à gagner de l'argent. Voilà. J'ai presque terminé. Juste vous reparler de Vancelian, faire un petit peu de publicité, parce que je pense qu'on arrive sur le début du bull run. Et je pense que ça peut être intéressant de positionner. L'avantage sur Vancelian, comme je vous ai déjà dit, c'est que vous avez bien sûr, vous êtes rémunéré en fonction de votre niveau, mais c'est quand même intéressant que vous pouvez, même sans forcément bloquer votre argent, vous avez un pourcentage assez intéressant sur Vancelian, et vous pouvez les placer en USDC, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de transformer en fiat, vous pouvez placer en USDC et avoir ensuite des intérêts. Donc ça vous évite aussi la flat tax. Par contre, vous aurez la flat tax logiquement sur les intérêts, mais en tout cas pas sur l'argent que vous avez mis en USDC tant que les lois ne changent pas. Et les placements sont quand même assez intéressants. On a du, après c'est selon
selon votre niveau, mais rien que du 5,79%, c'est quand même pas mal, surtout qu'ils ont descendu sur l'épargne, comme ils ont baissé les taux d'intérêt, et bah, ça a baissé un petit peu sur l'épargne, donc là vous avez 5,79%, et après si vous bloquez, ça peut monter, là on a 7, ça peut aller jusqu'à, on a 13, ça c'est en fonction aussi de votre niveau de privilège. Voilà, donc il y a un lien en bas si vous êtes intéressé, mais franchement, après le bull run, c'est vraiment quelque chose, je pense, perso, où il faut en tout cas moi je suis positionné, et où il faut, à mon avis, ça peut être un bon plan de se positionner dessus. On termine, on a Realty, on a beaucoup de maisons au Texas et à Détroit qui sont disponibles, et il y en a une arrivée lundi de 5 maisons, toutes sur Détroit, avec approximativement, c'est du 9% sur Détroit. Voilà, et bien sûr, vous avez aussi le réinvestissement actuellement là, celui-là, et le prochain sera encore à Détroit, avec du 9.11 pour le prochain investissement. Mais actuellement, c'est 8.02. Bien sûr, il faut regarder les maisons. Il ne faut pas acheter à l'aveuglette. Il faut bien regarder. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. Juste, je vais vous faire un petit peu de gématrie, 2-3 minutes. On a eu cette annonce, 43 singes s'échappent du centre de recherche de Caroline du Sud. La police avertit les résidents de sécuriser les portes et les fenêtres. Quand j'ai vu ça, j'ai voulu un petit peu analyser en gématrie, parce que je trouvais ça un peu bizarre, même si c'est pas la première fois. Et on va regarder. Alors. Donc, on va retourner juste sur là, et en fait, on va regarder, ça s'appelle Alpha Genesis. Donc, on va taper Alpha Genesis. Voilà. Et ça a été, ils se sont sauvés. On va regarder, mais normalement, ça a été publié le 7. Je pense que c'est le 7. Le 8, ça a été publié. En tout cas, ils ont été relâchés. Non, la mise à jour a été le 8. Ouais. Mais ils ont été... c'est le 6 au soir qui se sont barrés, en fait, c'est un laboratoire de de recherche, quand même, de biovirus, en fait. Donc, on retourne. Voilà, et là, on a le 116. Et le 116, c'est le 6 novembre. Donc Alpha Genesis, ils se sont sauvés les singes, et on retrouve le 116 qui est à l'envers en miroir, c'est le 6-11. Et c'est donc le 6 novembre qui se sont sauvés, mais c'est pas fini. On va aller regarder l'adresse de... et là, on voit que c'est 95 Castle Hald RD. Donc on va taper Castle Hall, Castle ça va être château, Hall RD. On va taper dessus. Castle Hall RD. Et là, ce qui est intéressant, c'est ce 43. On va cliquer, tape, hop, voilà. Est-ce qu'il sera en bas? Non. On a notre 43 ici. Ce que je lis moi, c'est là le 5 novembre. Alors le 43, dans le titre, c'était 43 singes. On a notre 43 ici. Mais je vois, il y a un rapport avec le 5 novembre. Et là, on a le 74. À l'envers, c'est 47. Et le 5 novembre, qui a été élu président, le 47e président des États-Unis, c'est Trump. Pour moi, il y a un rapport avec Trump et une pandémie. Et là, on va taper pandémique.
Et qu'est-ce qu'on a? On a notre 43 ici aussi. Voilà, et on a notre 5-11 ici, notre 5 novembre aussi. Voilà, c'est pas fini. On va essayer de rechercher l'adresse. Et maintenant, on avait tapé l'adresse, on va essayer de taper la ville qui est Yemasi. Je crois que c'est ça. Ouais, Yemasi. Yemasi. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez votre 43 encore, bien sûr, qui est lié au 43 singes. Et en faisant d'autres petites recherches, regardez ce film qui est sorti, je pense que vous avez tous vu ce film avec, je crois que c'est Brad Pitt, si je me souviens bien, les 12 singes. Alors, on a vu que l'adresse c'était 95 Hall Reed. Ici, on a notre 95 et ici 2015, on a notre 015 qui correspondait, si on retape, Red Hall RD. Non, c'est Castle, pardon. Castle Hall RD. Et ici, on a le 15, pareil. Le 29, si on a vu juste avant sur Yamasi, qui avait le 29 qui correspond en fait à Uranus. On a notre 95 qui est l'adresse du laboratoire bio. On a encore 29 millions ici. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait le thème de ce 12 singes, bah, c'est tout simplement un futur post-apocalyptique dévasté par la maladie. Le film suit un condamné qui a renvoyé le temps pour recueillir des informations sur l'homme virus qui a anéanti la plupart de la population. Bon bref, c'est très gai, pardon. Voilà, il a reçu 7 nominations. Vous savez, je vous dis à chaque fois ce que c'est que le chiffre 7. Qui aime le chiffre 7? 29, c'est 92, c'est Uranus. Voilà, donc il y a un lien. Pour moi, il y a un rituel. Et je vous rappelle juste que quand Trump était à la présidence, on a eu le Coco Circus. Donc c'est peut-être une théorie, mais en tout cas, pour moi, il y a un rituel de ce côté-là pour eh bien, essayer tout simplement d'arriver à leur fin. Alors après, je pense personnellement que Trump, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il soit pour la crypto, c'est une très bonne chose. Et même pour l'économie américaine, je pense personnellement que ça sera mieux. Mais après, c'est que des... on va dire c'est que des acteurs, mais on est dans un changement. Avec eux, il va y avoir un changement parce qu'on rentre dans un nouvel ère, dans l'Aquarius, dans le transhumanisme. Et on voit bien que Elon Musk, il est avec Trump, et c'est pas pour rien. Tous les deux vont être des acteurs du transhumanisme. Ils vont vous amener à la CBDC, ils vont vous amener aux monnaies numériques, à beaucoup de choses. Par contre, le wokisme, tout ça, ils vont les dégager, ça c'est clair, et ça c'est, je trouve, en tout cas perso, une très bonne nouvelle. Voilà. Ce qui est important, je pense, actuellement, c'est de vous concentrer sur... de commencer à... Enfin, j'en ai déjà parlé, j'ai fait une vidéo, je la laisserai en lien, de vous concentrer sur les phases de sortie, c'est-à-dire quand en fait vous mettre des phases avec des chiffres bien précis sur lesquels vous voulez sortir, et vous pouvez regarder la vidéo parce qu'il y a aussi une adaptation par rapport au marché. Vous pouvez modifier vos plans selon comment le marché il évolue aussi, et je pense que ensuite, une fois que vous êtes concentré sur ça, l'année prochaine, il y a un truc qui est vraiment hyper important que vous devez vous concentrer, c'est si vous avez mis au moins 15 à 20 000 euros dans la crypto-monnaie,
vous allez à mon avis arriver facile à 150 000, 200 000 je pense. Si vous avez acheté au bon moment, vous pouvez peut-être faire un x10, c'est pas si énorme que ça en crypto-monnaie si vous êtes bien débrouillé. Et donc je pense que c'est intéressant de voir un avocat fiscaliste, surtout si vous restez en France et même si vous partez à l'étranger. Voilà, moi je pense perso aller en voir un début d'année prochaine, et je vais essayer de voir celui qui m'a été conseillé. Je pense perso qu'il est très très bon vu les gens qui conseillent, et peut-être de voir s'il n'y a pas moyen de, comme il y a une communauté, à ce moment-là, de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des tarifs moins chers, peut-être quelque chose comme ça, en se mettant à plusieurs. Je pense que ça peut être aussi un bon plan. Voilà, donc je vais un peu voir de ce côté-là, et je vous souhaite un bon week-end, et profitez bien, à très bientôt, ciao.